Bienvenue à cette émission spéciale. L'ancien premier ministre du Québec, M. Lucien Bouchard, qui nous fait le privilège de nous accorder une entrevue, lui qui vient d'écrire un livre, Lettre à un jeune politicien. Lucien Bouchard, bonjour. Bonjour. J'ai lu ça, j'ai l'impression que la politique vous manque. Des fois. Pas tous les jours, mais certains jours. Des fois, oui. Des fois. C'est un deuil. C'est vivre un deuil que d'avoir vécu aussi intensément pendant des années très importantes de ma vie. Et puis de se retrouver, même dans une activité qui est intense, là, comme la pratique du droit, par exemple, ça reste un deuil parce qu'il y a des choses qui nous manquent. Donc, des fois, on lit les journaux le matin, puis on voit des choses qu'on n'aime pas, qui ne devraient pas se faire comme ça, puis on voudrait avoir le pouvoir, les mains, ses commandes pour changer ça. Encore. Oui, ou on voudrait le dire. On est tenté d'intervenir tout le temps. D'écrire une lettre au journal, de faire un article, de donner une entrevue, de faire... on est souvent tenté, très, très souvent. Moi, on n'a pas été en politique pendant des années sans éprouver une passion. Et puis la passion, ça disparaît pas comme ça, là. Ça reste là. D'autant plus que, à réfléchir là, avec le recul, je pense que ce qui nous attire en politique, c'est forcément d'avoir une passion. Ça se passe pas, presque pas rationnel, l'engagement politique, là. Ça devient un besoin, là, instinctif. Ce qui nous attire là-dedans, c'est entre autres l'élément humain, l'attrait pour tout ce qui est humain. Il n'y a rien de plus humain que la vie politique. Les défauts, les qualités, les épreuves, les réussites. Il y a du monde partout. Il y a du monde en face, il y a du monde à côté, il y a du monde autour, il y a le public, il y a les gens et tout. On teste nos qualités à la limite et nos défauts aussi à la limite. C'est un révélateur incroyable de ce qu'on a de plus humain, dans les deux sens du terme, dans les deux, le bon puis le moins bon. Et puis, vivre avec les gens. Puis, on n'est pas en politique parce qu'on n'aime pas le monde, on va là parce qu'on aime le monde. Alors, comme on dit au Saguenay, j'aime le monde, je m'ennuie du monde. Vous dites on va en politique parce qu'on aime le monde. Le problème auquel vous faites face pour écrire un livre, Lettre à un jeune politicien, vous avez l'impression que les jeunes, eux, n'aiment pas la politique ou s'y intéressent relativement peu. Bien, c'est ça qui m'inquiète. Ce qui m'inquiète le plus, c'est de voir la défaveur dans laquelle on tient les élus, quels qu'ils soient. Dès que je suis un élu, tout de suite, il y a comme un scepticisme qui entoure l'énoncé de ses opinions. Si c'est un décideur, on va l'entourer de 1000 comités pour filtrer ses décisions. On va préférer s'en remettre à une décision d'un comité anonyme de fonctionnaires ou à des consultations infinies plutôt qu'à une prise de position de quelqu'un qui regarde les gens en face, qui a été élu pour ça, puis qui dit « moi, je décide ceci », et puis je mets ma carrière politique en jeu. Pourquoi? Parce qu'il y a une sorte de désaffection. C'est mal vu, on appelle ça l'arbitraire. Ah oui? Ah oui? Sur la place publique, aujourd'hui, on appelle quelqu'un qui décide... Non, je vais vous donner un exemple. Mario, on peut se tutoyer, on se tutoie dans la vie civile. Oui. Je vais te donner un exemple. Quand on a fait la grande bibliothèque, on fait la grande bibliothèque. Moi, c'était mon bébé, là. Bon. Et puis, acheter le terrain, choisir le lieu. Puis il y a eu l'idée d'acheter le terrain en arrière aussi pour éviter la spéculation. Donc, il y a un très grand terrain alentour, si jamais quelqu'un veut agrandir n'importe quoi et tout. Et puis là, il faut choisir un architecte. Et moi, j'aime l'architecture. Je ne suis pas un spécialiste, mais... Alors, je vais dire, l'architecte, alors j'ai envie de choisir un tel. Vous allez choisir l'architecte. Mais non, on ne peut pas faire ça. Comment on va faire ça? Choisir l'architecte, c'est important. Puis je n'avais tout en tête, un très bon, là. Bon. Ah non, il n'y en a pas question. Ça va être un scandale épouvantable. Ça prend un concours, un processus, une procédure. Concours anonyme, tu as des numéros. Puis là, qui est-ce qui va choisir? C'est des fonctionnaires ou des gens comme ça, là, anonymes, on ne les connaît pas, là. Pourquoi eux autres? Pourquoi c'est mieux, eux, qu'un élu qui assume? Alors, évidemment, ça a été très bien. Sauf que je suis tombé sur un architecte de Vancouver, puis ça n'a pas fait, je pense qu'ils ont dû refaire l'équipe après, tout. Alors que moi, si j'avais nommé mon architecte, je suis sûr mais c'est juste pour dire, c'est frustrant. Mais c'est encore pire aujourd'hui. Parce que depuis 10 ans, je crois que ça s'est détérioré. Maintenant, on les pense tous malhonnêtes, les politiciens, en plus. Ouais. Vous racontez là-dedans une anecdote intéressante. C'est un jeune, vous êtes dans un dîner conférencier, puis il y a un jeune qui réussit très bien en affaires, puis il se met à baver sur tout ce qui est... Pas lui, tout le monde autour de la table. Baver, non, mais tout ce qui est élu politique, c'est pas fort, là. Exprimer le manque de considération pour le niveau des gens qui sont en politique en général. Ils sont pas bons, ils sont pas compétents, ils n'ont jamais rien fait. Ils n'ont pas beaucoup de formation économique, ils n'ont pas de formation de gestion, alors qu'ils gèrent des budgets énormes, alors qu'ils gèrent l'économie. C'est pas des gens qui ont été préparés pour ça. Nous autres, de notre groupe, il n'y en a pas qui font ça. Oui. Alors, c'est là que j'ai eu la réaction que je raconte. Laquelle? J'ai écouté, si vous voulez,
on va faire un exercice, je vais en choisir un d'entre vous, puis je vais poser des questions. Bon, alors, il y en a un là, qu'on a désigné, puis bon, j'ai demandé son âge, une belle réussite, fantastique, formation académique, formation fait de l'argent. Il fait de l'argent, il crée de l'emploi, une entreprise qui grossit, et tout, une belle famille. Bon, alors, supposons que M. Charest, à l'époque, M. Charest qui était là, vous appelle tantôt, vous arrivez au bureau, puis un téléphone de M. Charest, allez-vous le rappeler? Bon, bien sûr, je vais le rappeler. Puis si vous invite à déjeuner demain à son bureau, allez-vous accepter? Bien oui, je vais accepter. Alors, reportez-vous le lendemain, là, vous êtes dans son bureau, vous avez un agréable déjeuner, c'est très agréable, c'est très convivial. Puis à la fin, il vous dit, écoutez, moi, j'ai entendu parler de vous, on me dit que vous êtes quelqu'un qui a réussi très bien, qui a une belle formation, et qui crée de l'emploi, qui a bâti une entreprise, un des battants du Québec. J'ai besoin de vous, j'ai un comté qui se libère, je vous nomme, je vous assermente demain matin, avant l'élection. Il y a des comtés libéraux, ils peuvent faire ça, en fait. Ministre du Développement économique. Oh, monsieur, qu'est-ce que vous allez dire? Ben non, voyons. Comment vous allez dire non? Ben oui. Pourquoi vous allez dire non? Ben là, évidemment, il a énuméré le catalogue de toutes les raisons pour lesquelles les gens ne veulent pas aller en politique souvent. Puis on les connaît, là. C'est très difficile, c'est pas payé, on est critiqué, on est sous la loupe des journalistes. Ils nous demandent qu'est-ce qu'on a mangé quand on est allé en Europe, un voyage d'affaires, qu'est-ce qu'on a bu, tout le monde est... puis alors, il dit, non. Puis moi, je vais laisser ça, mon affaire, j'ai bâti une affaire, là, puis je fais de l'argent, puis en plus, je vais en faire plus, puis je crée de l'emploi, puis je trouve que c'est important ce que je fais, et ainsi de suite. Puis la famille, vous savez que c'est un désastre pour la famille. Moi, je le sais aussi, c'est un désastre pour la famille. Alors, il dit, je vais dire non. Alors moi, ce que j'ai répondu à ce moment-là, je les ai regardés tous, puis j'ai dit, vos raisons sont parfaitement légitimes. C'est pas une obligation, il n'y a personne qui oblige un citoyen de faire ce genre de sacrifice-là. Sauf que ça limite votre droit de critiquer ceux qui sont là. Eux autres, ils sont allés. Ils ont accepté les conséquences. D'y aller. Ouais. C'était là. On continue l'entretien tout de suite après la pause. M. Bouchard, Lettre à un jeune politicien, c'est un livre où vous écrivez à un jeune qui réfléchirait à l'engagement politique. Vous l'écrivez parce que vous pensez que les jeunes ne sont pas assez engagés. Le printemps dernier, on le place où là-dedans? On a l'impression qu'il y a un bon nombre de jeunes qui sont descendus dans la rue, qui se sont mis à s'impliquer politiquement, socialement, on ne sait pas trop. Je dois dire d'abord que l'essentiel de ce petit ouvrage a été écrit avant la crise étudiante. OK. Ouais. Mais il y a quand même il y a des références. Ouais. Il y a des références contemporaines, si je peux dire. Bien, il y a un bon côté là-dedans et un mauvais côté. C'est facile de le dire comme ça, mais le bon côté, c'est quand même les jeunes, ils sont engagés dans le sens qu'ils ont réagi. Ils ont réagi, puis ils l'ont fait de façon collective, et puis... Il est sorti un Léo Bureau loin de ça. Il y a eu un leadership d'exercer, et ça, c'est, entre autres, là, ce que je vois comme beau côté. Par contre, pour moi, l'engagement politique, c'est pas mal plus que ça, là. Et puis c'est en grande partie différent. À tout le moins, en ce qui concerne l'un des trois groupes d'étudiants qui était en cause. Ouais. Parce que quand on nous parle de... Quand on exalte les vertus de la désobéissance civile, et puis qu'on prétend substituer à l'analyse de l'intérêt public et de l'autorité de l'État la pression de la rue, là, moi je débarque comme ça. Oui, parce que la rue, je voulais vous amener là-dessus. Vous en parlez de la rue. Vous êtes premier ministre, il y avait des gens, des fois, dans la rue, des manifestants. Vous dites, je les respectais, les manifestants, mais le gouvernement doit savoir dire non à la rue. Après tout, c'est lui qui a été élu et qui s'est vu confier la responsabilité de faire prévaloir l'intérêt public. Ça, c'est votre pensée profonde. Absolument. Mais je ne sais pas comment on peut contredire ça. Mais est-ce que Mme Marois a cédé à la rue en portant le carré rouge? Moi, je ne veux pas être l'arbitre des comportements de chacun par rapport à tout ça. Mais j'énonce mon opinion, puis les gens tireront la conclusion. Je n'étais pas d'accord avec le port du carré rouge à l'Assemblée nationale. C'est évident, je n'aurais jamais fait une chose comme celle-là. Que certains aient éprouvé le besoin de le faire, ça, c'est leur affaire, puis ils en assument la responsabilité. Mais vous êtes formel là-dessus. Oui, encourager l'engagement politique, mais oui, la rue de la désobéissance... Non, mais il ne faut pas oublier qu'il y a eu de la violence. Il ne faut pas oublier, là, il y avait des scènes qui n'étaient pas belles, là, puis qui n'ont pas été bonnes pour le Québec, puis la perception de notre société. Puis il y a eu un effet débilitant, ça, pour nos institutions. C'est très, très débilitant. Il y a eu pas mal de monde découragé. Pas tout le monde qui a trouvé ça beau, là. Non. Pas tout le monde. Il y a eu des scènes, puis il y a toujours des gens qui viennent se mêler à ça, mais ils se sont mêlés à ça, puis ils étaient là. Puis on peut pas dire qu'ils n'étaient pas là, ils étaient là. Puis des scènes de violence, puis des gens masqués qui font de la violence, ça c'est intolérable. Intolérable.
dans une société démocratique. Ouais. Ça soulève quand même une des questions qui est au cœur d'un chapitre. Une des lettres que vous écrivez, c'est celle sur une espèce de courage, le fait que, dans le fond, ce n'est pas une course à la popularité. C'est ça aussi, la politique, le pouvoir, la décision difficile. Dire non en politique, c'est parfois absolument nécessaire et c'est en général très dur. C'est ce qui est le plus difficile, dire non. Ce qui est le plus facile, c'est de dire oui. Dire oui, souvent, c'est faire payer un oui et une faveur populaire instantanée à d'autres qui vont venir après, aux jeunes en particulier, parce que surtout qu'ils vont ramasser les pots cassés, des dettes qu'on accumule, des revenus qu'on ne se donne pas, des partages d'efforts qu'on n'effectue pas. Et puis, en particulier, dans le cas de la crise du printemps dernier, mais c'est pas mon livre, ça, mais on en sort un peu, là. Dans ce cas-là, on a oublié l'essentiel. L'essentiel, c'était la qualité de l'enseignement universitaire. C'était ça, l'essentiel. Puis l'enseignement universitaire, ça, c'est pas pour moi, c'est pour les jeunes, justement. Et pour les jeunes qui sont pas là puis qui vont venir, c'est pour façonner le Québec de demain. Le Québec de demain va être ce que les jeunes en feront par la formation universitaire, en particulier la qualité des universités, qui, dans le monde d'aujourd'hui, est très compétitive. Nos universités sont en train de péricliter. Il y en a qui font des miracles de se tenir encore en tête de piste dans plusieurs disciplines, mais en général, elles peinent, elles marchent dans la gravelle, nos universités. Alors, il faut les financer, il faut donner des ressources, il faut que l'État intervienne, il faut que tout le monde se donne la main, et y compris les étudiants. Y compris les étudiants. Mais c'est des citoyens aussi, des étudiants. Ouais. Mais c'est toute notre capacité comme peuple au Québec à faire face aux choix difficiles, aux déclarations difficiles. Je réfère à une, et vous en parlez beaucoup là-dedans. Vous avez nommé une statistique. Moi, je suis économiste, je la connaissais déjà. Les Québécois, les chiffres sont formels, travaillent moins que les Ontariens ou des autres provinces. Si ça se calcule en nombre d'heures travaillées par année, c'est de la statistique pure. Mais quand vous l'avez dit, ça a drôlement mal passé comme message. Oui. Ben oui. La manière que ça a été reçu dans la population, ça... Comment interpréter ça? Il reste qu'il y a une sorte de réaction de déni là-dedans. Il y a une sorte de réaction de déni. Nous, au Québec, d'abord, on a toujours été du monde très travaillant. Hein? Nos parents, par exemple, la façon dont on a été élevés, nous autres, le milieu où on était. Aujourd'hui, il y a les concepts de qualité de la vie. C'est devenu compliqué, là, la qualité de la vie. François Legault a parlé de la belle vie. Ça n'a pas dû y apporter beaucoup de votes, je pense. Pourtant, parce qu'on tire sur le messager, parfois. Ouais, c'est un peu un avertissement que vous dites aux jeunes dans ça. C'est un peu la tendance de plusieurs interlocuteurs aujourd'hui au Québec. Si on dit quelque chose qu'ils n'aiment pas, ils vont vous attaquer personnellement, vont vous imputer des motifs, mais on ne discutera pas du contenu. Ah, ça, non. Mais on va trouver une façon de vous attaquer, de vous faire mal paraître, de dire toutes sortes de choses ce qui vous concerne. Mais moi, un jeune qui entend ça, ça va-tu le décourager de dire... Parce que c'est aussi ça, les difficultés de la politique. Pas tous les jeunes qui étaient dans la rue, là. C'est pas tous les jeunes qui faisaient la grève, là. Il y a beaucoup de jeunes qui sont très mécontents de ce qui est arrivé. Pas oublier ça, là. Qui sont très mécontents. Mais pour revenir au gouvernement et à ses responsabilités, moi, je pense que le rôle des décideurs politiques, c'est justement, parfois, de devoir prendre des décisions difficiles. Et malheureusement, dans le contexte actuel, c'est devenu très difficile. Au début des années 60, quand le crédit du Québec était intact, on pouvait emprunter, puis construire, puis Dieu sait comme il y avait matière à construire. Un député faisait un mandat de 4 ans dans son comté, il avait construit 4 écoles, un hôpital. Mais aujourd'hui, c'est fini ces affaires-là. Aujourd'hui, il faut expliquer pourquoi on ne construit pas, pourquoi on déconstruit, pourquoi il faut rationaliser, pourquoi il faut couper ceci, pourquoi il faut... Là, ça devient extrêmement difficile. Ça prend encore plus de courage qu'avant de faire de la politique. Et c'est peut-être pour ça, d'ailleurs, que nos politiciens sont moins bien considérés qu'autrefois. Parce qu'ils sont porteurs de mauvaises nouvelles. On continue l'entretien dans un instant. Restez là. M. Bouchard, on écrit lettre à un jeune politicien parce qu'on pense que des jeunes qui réfléchissent à peut-être aller en politique, on voit des obstacles, on veut les préparer à ça. C'est certain qu'un des obstacles, on l'a mentionné plus tôt, c'est l'image qu'a la politique aujourd'hui. Cette image négative-là, c'est la faute à qui? C'est la faute des politiciens eux-mêmes, c'est la faute des médias, c'est la faute de toute la société qui est plus capable d'accepter de se faire dire non? Je pense que ça requiert une analyse plus qu'une attribution de tort. Il y a plusieurs acteurs là-dedans, il y a plusieurs facteurs. On n'a pas le temps ici d'en faire le tour, mais dans le livre, j'essaie de faire comprendre un peu. D'abord, la politique, c'est devenu plus difficile que ça ne l'a jamais été. Les enjeux sont compliqués, c'est pas noir et blanc, là.
Il n'y a pas les méchants et les bons. C'est compliqué. Mais dans cet univers-là, vous écorchez les médias qui cherchent une simplification. Et puis, souvent. parlons des médias, ils ont un rôle. Les médias ont un rôle là-dedans, c'est sûr. Ils simplifient les médias. Ils veulent la manchette simple. Ils n'aiment pas les nuances parce que ça prend trop de temps. Ils vont sortir l'idée principale, c'est ça, sans nuance. Parfois, une bonne idée sans nuance, c'est pas bon. Ça a l'air fou. Et on sait que le temps qui est dévolu aux dirigeants politiques pour s'exprimer, en tout cas à la télévision et à la radio, c'est très court. Autrefois, c'était 20 secondes, maintenant c'est 10. Ben oui, ça là-dedans. exactement. Oui, c'est ça. C'est la vérité. Et puis, comme les politiciens ont peur de se faire mal interpréter, là, ils prennent la langue de bois, ils sont portés à prendre la langue de bois. C'est toute la faute des médias? Est-ce que c'est les médias qui ont généré la langue de bois? Est-ce que la langue de bois est une protection? Honnêtement, je pense qu'ils y ont contribué. Et puis, il y a tout le phénomène nouveau là, des blogs, là, puis des... là, il y a tout un niveau qui est souterrain là, d'information. C'est l'insulte, c'est le manque de respect. Les gens qui se lèvent le matin, la première chose qu'ils font, là, ils crachent sur leur Twitter. Là, ça sort d'affaires. Là. Bon. Et puis, c'est lu, hein? Il y a des gens qui influencent des dirigeants politiques, qui influencent même des décisions. Ça fait peur, jusqu'à un certain point. Ça fait peur, c'est effrayant. C'est effrayant ce qu'ils peuvent dire de nous. On ne se reconnaît pas dans le traitement. Mais revenons aux médias traditionnels, qui sont les médias les plus importants. Parce que vous les décrivez comme très importants là-dedans. Vous dites aux jeunes politiciens et les médias, tu peux pas passer à côté, ils sont au cœur de ta vie. Un politicien qui rentre en politique, puis qui pense qu'il va pouvoir réussir en politique, faire passer son message, sans savoir gérer son rapport avec les médias, il est mort en partant. C'est fini. C'est devenu une fonction essentielle de la politique. Ça a sûrement été toujours important. La communication en politique est très essentielle. Mais aujourd'hui, plus que jamais, et là, il faut réfléchir sur les médias. Comment on traite avec eux? Puis là, je me fais un exercice. Je fais une réflexion, un petit exercice. Comment il faut faire? Est-ce qu'il faut être ami avec eux autres, amis, les inviter à manger le soir? Puis ça, ça, vous dites, ça donne rien. Ou est-ce qu'il faut que vous les haïssiez pour que vous les combattiez mortellement? Pas bon non plus. Moi, je pense que ce qu'il faut fondamentalement, c'est une relation professionnelle. D'abord, c'est une profession que le journaliste. Et le politicien aussi, c'est une profession. C'est un métier qu'il faut acquérir. Et il y a des rapports à entretenir de façon correcte. Il faut respecter la profession de l'autre, ses responsabilités qui sont énormes, les difficultés qui sont les siennes, mais également le fait qu'il doit respecter des obligations de transparence, d'équité, et ainsi de suite. Mais du côté du dirigeant politique aussi, il ne faut jamais mentir, il faut les traiter avec respect, il faut être relativement disponible pour répondre aux questions, mais il ne faut pas essayer de les amadouer et de penser qu'un journaliste intelligent va changer d'idée ou va devenir favorable uniquement parce que vous lui avez donné un dîner la veille. Là. Ouais. Dans votre livre, dans la relation avec les médias, il y a un épisode très touchant. Où vous relevez cette histoire qui est... Parce qu'on parle aussi de la vie des entourages et parfois les médias vont écorcher l'entourage. Dans votre cas, c'est votre père sur lequel une histoire fausse est sortie et finalement, c'est comme rester dans le firmament. En tout cas, moi, j'ai appris en lisant ça que mon père avait un problème de boisson. Moi, j'ai appris ça. Là. Ce qui est faux. C'est faux, mon père. En tout cas, j'en parle là-dedans. On n'a pas le temps de parler de mon père, là, mais là, j'en parle de mon père là-dedans. C'est un travailleur, un camionneur, petit camion, il travaillait jour et nuit, toujours en ouvrage, on n'a jamais vu prendre de vacances. Il se levait avec qu'on parte pour l'école, on se couchait le soir, il n'était pas arrivé de travailler encore. Puis une bonne journée, dans pleine campagne électorale, là, où on est en train de former l'opposition officielle à Ottawa, il y a ce journal qui a dit que mon père avait un problème de boisson. Bon. Alors, là, il aurait fallu que je poursuive. J'en ai déjà pris deux des poursuites. Une poursuite, ça veut dire des années, ça veut dire que... ma mère qui témoigne. Ma mère était le principal témoin. Elle avait déjà au-dessus de 80 ans. Fait qu'on parlait à toute la ville de Jonquière. Alors finalement, en tout cas, on a décidé en famille de ne pas poursuivre. Mais ça reste que si quelqu'un écrit un livre aujourd'hui, il va répéter ça. Bon, ouais. Alors, ce qui est écœurant, ce qui est révoltant. En tout cas, là, je veux le dire sans me fâcher, là. Mais quand je pense que mon père, qui a été l'homme qu'il a été, pour nous, c'est un héros dans notre famille, là. Il a aidé à envoyer 3 de mes frères prendre des doctorats en France. Ça a travaillé jour et nuit. Moi, il m'a aidé, ma sœur, tout ça. C'est un homme parfaitement respectable, que tout le monde aimait à Jonquière, qui n'avait que des amis. De lire ensuite dans un journal anglophone de Montréal que mon père, c'était ça, là, c'est dur. Puis j'ai gardé un bon souvenir d'un coup de téléphonique que j'ai eu à ce moment-là, un coup d'appel téléphonique que j'ai eu à ce moment-là. J'étais en train de vivre ça durement, là. Je pense que j'étais à Alma, en campagne. Puis Daniel Johnson, fils, m'a appelé, un adversaire, pour me dire qu'il sympathisait avec moi dans la situation où on me mettait. Que vous avez retenu ça encore aujourd'hui? Je n'ai jamais oublié ça. Quand chaque fois que Daniel Johnson se levait à l'Assemblée nationale pour me poser des questions puis me torturer, je n'étais pas capable
d'être très dur avec lui, parce que je me rappelais ce qu'il avait fait. Oui. Les gens ne savent pas ça, mais c'est ça aussi, Ben oui. le face-à-face Non, mais politique. c'est pour qu'on ait des humains hein, en politique. Ouais. Même toi, tu es un humain en politique. Oui, Oui. même moi. Je parlais d'une couple de sujets d'actualité qui sont là-dedans. Les référendums d'initiative populaire, on n'en sort pas. Ça a été un enjeu de la campagne de François Legault qui a parlé des caribous. Donc, cette idée de se lancer dans un référendum quitte à le perdre, vos mots sont durs. Ça a été écrit avant que ça arrive, ça. Là. Ouais. Mais il faut que je le lise. Je n'arrive pas à croire qu'on puisse envisager de mettre ainsi entre les mains d'une si faible minorité le pouvoir de nous renvoyer en tout temps à l'abattoir. Aïe aïe. Ben, c'est la vérité. Les 15 ils ne vont pas analyser, là. Les 15 ils vont pas faire des sondages, ils ne vont pas évaluer et tout. Ça serait un mouvement de 15 15 Vous me direz, c'est beaucoup, mais c'est 15 Donc, les plus radicaux souverainistes. Ben oui. Puis là puis en plus, il y a des gens qui ont l'obsession référendaire, qui ne pensent qu'à cela, c'est tout ce qu'ils veulent faire, faire des référendums. C'est ceux-là c'est les 15 qui signeraient, ça. Alors, de toute façon, on se retrouverait comme ça, là, en pleine campagne référendaire. Puis on sait ce qui arrive maintenant. On en a fait 2, puis on en a perdu 2. Puis on sait ce qui Les lendemains, ça a fait du ça coûte le lendemain. Ouais. On paye encore aujourd'hui. On paye cher aujourd'hui. Moi, j'attribue le malaise actuel, la morosité actuelle, pour une partie, en tout cas, le fait que on a vécu un autre référendum qu'on a perdu. Donc, une idée abandonnée? Puis... Si on résume, c'est une idée... Non. Il ne faut jamais abandonner les idées. Il n'y a jamais rien d'absolu en politique. Non, mais je parle du référendum d'initiative populaire. Ah, cette idée-là, évidemment, à proscrire totalement. C'est la responsabilité de tous nos dirigeants de dire jamais. Il ne faut pas que ça se passe comme ça. Puis en plus, l'Assemblée nationale, qu'est-ce qu'elle fait là-dedans, elle? Les élus, encore une fois, mépris pour les élus. Encore une fois, dénégation de la responsabilité des élus. Bonne conclusion. Merci, M. Bouchard, d'avoir été avec nous. Vous êtes un jeune politicien, ça vient d'être publié. Merci d'avoir été là, vous.